Julien Marion, bonjour. Alors, on s'est dit que c'était peut-être le moment de parler j'arrive pas à le dire, des régionales, parce que il paraît qu'on vote dimanche c'est important. Parce que là, jusqu'à présent, je savais qu'il y avait un truc où il fallait pas voter pour le FN. Mais je savais pas à quoi ça correspondait. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que c'est que la région? Quelles sont ses compétences? Pourquoi c'est vachement important? Et quel est le mode de scrutin? Et qu'est-ce que ça induit? Hmm. Alors, mettons les Alors, choses dans l'ordre. pour commencer, on peut dire déjà c'est une élection historique parce que on a fusionné les deux régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon avec la loi NOTRe. Alors, il y a plein de régions qui ont fusionné et donc on a un nouvel ensemble qui est assez large de 5,5 millions d'habitants avec deux grandes métropoles, Toulouse et Montpellier. Euh, les compétences de la région, elles n'ont pas forcément changé, elles se centrent sur l'économie, l'éducation avec la gestion des lycées, des CFA, le soutien à l'artisanat, le soutien au tourisme, euh, beaucoup d'autres compétences sur les énergies renouvelables, sur l'aide aux communes, aux départements et aux agglomérations et communautés de communes pour voilà, la réalisation de routes, de projets routiers, le soutien aux aéroports. Donc il y a quand même énormément de compétences. C'est Avec un budget qui est voilà, à avec 2 milliards ouais, quand même. ouais, 2,5 milliards, même si c'est évidemment à mettre en perspective avec d'autres politiques de décentralisation en Europe où en gros les Länder allemands ou les parlements comme en Espagne ont 10 fois plus de budget. On reste sur une structure qui est assez jeune, qui a été initiée dans les années 80 par la gauche et qui reste quand même avec des budgets assez ridicules par rapport à ce qu'on peut avoir dans d'autres pays qui ont une tradition peut-être moins jacobine que la nôtre. Donc voilà, toute une série de compétences et un mode de scrutin particulier qui est un peu unique et qui a un peu rien à voir avec ce qu'on peut voir au départemental, au municipal ou même aux élections nationales. La nouvelle région, c'est 13 départements. Dans chaque département, la tête de liste régionale, donc on a 11 têtes de liste, dépose 13 listes, donc une dans chaque département, et les électeurs donc votent sur des listes qui au final, on aura une assemblée je crois que c'est à peu près une soixantaine, peut-être un peu plus même, une soixantaine d'élus qui éliront le président assez rapidement après les élections. Là où c'est un scrutin particulier, c'est que en gros, vraiment résumé succinctement, hein, pour être qualifié au second tour, il faut faire 10% des exprimés et pas 10% des inscrits. Donc c'est vraiment le candidat qui arrive à faire, la liste qui arrive à faire 10% au niveau régional, hein, peut se maintenir au deuxième tour. Les listes qui font plus de 5% peuvent fusionner avec d'autres listes qui ont fait plus de 10%, donc pour faire des alliances. Et donc au deuxième tour sera la liste qui l'emportera. Elle ne doit pas forcément faire 50%, c'est celle qui arrivera en tête, puisque la liste qui arrivera en tête au deuxième tour récoltera en gros un quart des sièges d'office, et après elle aura les autres sièges à la proportionnelle. Donc c'est un scrutin un peu particulier qui a été modifié en 2000 après il y a eu un épisode un peu particulier où il n'y avait pas de prime majoritaire et où, au final où tu n'avais aucune liste qui arrivait à être majoritaire et on avait des accords un peu bizarres au troisième tour, donc qu'entre élus, et ça avait fait pas mal de bruit avec des alliances de la droite et du FN, voilà,
qui au final arrivait à prendre les régions à la gauche qui pourtant étaient en bonne place. Donc là, c'est vrai que c'est un scrutin donc, qui favorise plutôt la gauche, et ça a été le cas lors des deux dernières en 2004 et 2010. Voilà, la France avait des régions très majoritairement dirigées par le PS et ses alliés. Et pour la simple et bonne raison, c'est que déjà depuis une quinzaine d'années, le Front National, en allant chipper de l'électorat à la droite, les affaiblit. Et dans le cas d'une triangulaire, la gauche était évidemment bien placée. Ce qu'il y a de particulier, là on le voit dans tous les sondages des intentions de vote sur toutes les régions, il est très probable qu'au soir du 13 décembre, donc pas ce week-end, mais le week-end d'après pour le deuxième tour, il est très probable qu'aucune liste ne récolte plus de 45%. Là, c'est vraiment, je crois que c'est 44% la liste parce qu'il y aura des triangulaires normalement dans toutes les régions. Aucun président finalement ne pourra être élu avec plus de 44%. Quand on le rapportera au taux d'abstention et donc au pourcentage des inscrits, on peut avoir des présidents élus seulement avec 20% des voix des citoyens. C'est quand même quelque chose qui apparaît problématique d'un point de vue démocratique. Et oui, la légitimité, la représentativité. Voilà, et pareil, quand on étudie un peu en profondeur ces enquêtes d'opinion, ce qui est intéressant à noter, c'est que, et on le voit très bien dans le Nord, la région où Marine Le Pen est favorite, et en Île-de-France, où c'est plutôt Valérie Pécresse de l'UMP qui est favorite, c'est que une très large majorité, alors une bonne majorité des gens ne veulent pas qu'il gagne, et pourtant c'est eux sûrement qui vont l'emporter, mais quand on rapporte voilà, le fait qu'ils sont que à entre 40 et 45% des voix et qu'on se dirige vers une abstention autour des 40 et 50%, voilà, on va avoir des présidents dont la majorité des citoyens ne souhaitent pas avoir président. Donc c'est quand même aussi problématique, et ça montre aussi un peu la crise démocratique qu'on vit. Alors ici, ça sera sûrement encore plus marqué parce qu'on a vraiment, selon les sondages, 3 listes qui au second tour risquent vraiment d'être assez dans un mouchoir de poche. Et donc ça va tasser leur score. Et donc c'est très possible qu'on élise notre futur président avec 35 à 40%, à 38-39% des exprimés. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut même être en dessous des 20%. Donc c'est vraiment une problématique particulière. Alors, une fois que on a fait cette description-là, on va poser la question de qui en gros on a comme candidat, quelle force on a en présence et qu'est-ce qu'ils proposent, si tant est qu'ils proposent quoi que ce soit, ou ils sont à l'instar de cette merveilleuse phrase de Mussolini, notre seul programme c'est de prendre le pouvoir. Alors à leur décharge, hein, je veux pas me faire leur avocat. Et moi je me ferai pas leur crevette. Ça aura été une élection particulière. Déjà, c'est une élection qui intervient au mois de décembre. Je pense que c'est assez rare. Enfin, moi, dans mon époque contemporaine, j'ai pas souvenir d'une élection en décembre. Donc déjà, il y a ça. Il y a évidemment le contexte. Est-ce qu'elle sera frappée de l'esprit de Noël, c'est ce que tu veux dire? Il y a aussi le contexte des attentats qui a eu lieu le 13 novembre à Paris, qui a complètement arrêté légitimement la campagne. Donc, associé à cela une morosité économique et sociale plutôt importante ces derniers mois, aucun élément n'était fait pour rendre ces élections passionnantes. Mais aussi, alors là c'est plutôt à leur décharge. Moi je pense que les candidats aussi ont manqué finalement d'imagination et de profond sens politique pour se rendre cette campagne intéressante localement.
en gros, donc il y a 11 listes. Donc il y a vraiment, il y a 5 principales listes. Après, 6 autres qui sont plus particulières. Vous avez l'extrême gauche, des listes écologiques, des listes comme La République. Debout la République. Et donc vous avez 5 principaux candidats, on voit qu'ils se dégagent, et de toute façon je pense qu'ils récolteront l'écrasante majorité des scrutins. Vous avez le candidat, la candidate des majorités sortantes, voilà, Carole Delga, qui est députée, ancienne ministre, secrétaire d'État plutôt, et ancienne vice-présidente en Midi-Pyrénées. Vous avez Dominique Régnier, donc, qui est le candidat de l'UMP, qui est une personne un peu neuve dans le paysage politique régional. Politologue, hein. Voilà, qui politologue à Sciences Po, que tout le monde connaît au moins de vue pour... c'est dans l'air notamment. Voilà, et pour son expertise sur la problématique des sciences politiques. Et ses analyses sur la radicalisation de la France, le vote Front National. Donc on a aussi donc Louis Alliot pour le Front National. Le copain de Marine Le Pen. Voilà, hein. et qui sera tête de liste régionale, chose qui n'était pas la dernière fois puisque c'était une Montpelliéraine, France Jamais, qui était tête de liste. On a Gérard Onesta pour Europe Écologie Les Verts, qui est allié avec le Parti communiste, le parti de gauche, autour voilà, on peut dire la gauche de la gauche, et Philippe Sorel, qui est le maire de Montpellier, qui est un personnage un peu atypique et socialiste à la base. Voilà, hein. oui. Alors, socialiste... Tu veux dire vraiment, socialiste de gauche? Non, quand même pas. Voilà, alors moi, vraiment, sur ceux qui veulent connaître le personnage, il y a le portrait qu'en a dressé Jacques Molena dans son livre, qui est vraiment un délice. Alors, rien que pour l'écriture de Jacques, c'est intéressant à lire, mais le personnage est vraiment aussi est vraiment impressionnant. Donc c'est un ancien socialiste, vraiment un des fils préférés de Georges Frêche, qui a été un peu mis sur le côté à la mort de Georges Frêche, et quand il a fallu désigner un futur candidat pour l'élection à la mairie de Montpellier, les socialistes l'ont un peu mis de côté et choisi une autre personne, et finalement il est parti au municipal un peu seul, mais avec tout son bagage politique, et donc je vous lisais aussi le livre de Molena, vous connaîtrez tout le bagage relationnel que peut avoir cet homme politique, et pour arracher la ville aux socialistes et à la droite, à la surprise générale. C'est quand même quelqu'un qui se réclame plutôt proche de Manuel Valls, la gauche, plutôt la droite du Parti socialiste actuellement. C'est pour ça qu'on avait parlé d'Alduy à un moment sur sa liste. Voilà, oui, et qui fait une liste principalement citoyenne, en tournée avec plutôt des maires de communes. Ici, c'est le maire de Font-Romeu, Desmelins, qui conduira la liste. Donc voilà, en grossièrement présenter les candidats. Alors après, là où je pense où il y a vraiment le gros problème dans cette campagne, c'est qu'on a du mal à voir finalement leur projet pour oui, parce que quand même, c'est un territoire dont on a dit 2 milliards, 5 de budget. On le répète, troisième plus grand territoire de région de France, équivalent du territoire de l'Autriche, avec notamment Toulouse et sa production d'avions. Enfin, je veux dire, les enjeux sont énormes. Et étonnamment, paradoxalement, on nous parle pas de développement territorial. Ça échappe totalement. C'est là le seul qui reste en national, c'est le Front National. C'est supra dangereux, et on en reparlera tout à l'heure. Donc est-ce que tu as suivi un peu? Tu as même vu le débat sur France 3 hier, sans t'endormir. J'étais très fatigué. Voilà, c'était un effort surhumain quand même. Et alors, ces gens ont-ils des propositions par rapport à l'enjeu et au territoire? Alors, je pense que c'est là où il y a vraiment un problème. Moi, j'avais suivi la campagne
vraiment de près de Georges Frêche en 2004, où finalement il avait énormément travaillé en amont son projet parce qu'il savait que pour gagner il fallait qu'il séduise beaucoup plus largement que Oui. son camp. Et il avait sorti vraiment énormément de propositions très concrètes qui avaient intéressé les gens sur les lycées. Il était parti d'un constat qu'il manquait une quinzaine de lycées dans la région, et c'est vrai que euh, il a réussi à motiver un peu, et que ce soit ses troupes et le débat. Là, c'est vrai qu'on a du mal à voir finalement les propositions phares des candidats. Moi, je pense qu'ils finalement ils ont. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils n'ont pas assez travaillé leur sujet, mais je pense qu'ils sont partis en campagne beaucoup beaucoup trop tard, notamment Dominique Régnier et Carole Delga. Et on a au final euh, des propositions très très vagues sur, oui, évidemment, il faut développer les aéroports, il faut favoriser l'artisanat, que Ouvrir la les porte lycéens, aux il dames. faut que les lycéens étudient dans les meilleures conditions, il faut développer le train, il faut faire des routes. Et au Ouais, final, mais enfin, ça, c'est pas innovant. hum, Je veux dire, dans l'absolu, on est quasiment tous d'accord, sauf les décroissants. voilà, oui, oui. Et donc, vraiment, en 1 heure de débat hier, j'ai pas retenu énormément de propositions phares. Il y a Dominique Régnier qui avance l'idée de créer, de ré- dans un objectif de réindustrialisation du territoire, de créer en fait une filière de construction de voitures électriques. Euh, Voilà, c'est vraiment une des rares choses, voilà, Louis Alliot, que j'ai pas trouvé très très bon sur le débat télévisé. Voilà, hormis dire qu'il faut soutenir les petites et moyennes entreprises, qu'il faut travailler sur la ruralité pour éviter euh, Le d'avoir suicide paysan, voilà, oui, oui, et puis des décrochages territoriaux. territoriaux de plus en plus importants. J'ai du mal à vraiment voir les propositions des candidats, et le plus grave, c'est que j'essaye de m'y intéresser. Alors j'imagine évidemment les personnes qui ont suivi ça de très 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 loin. Je pense que pour choisir sur une approche programmatique, ça sera compliqué pour eux, quoi. Alors, on a fait un petit peu le tour. Reste le côté, le spectre du FN. Peut-il prendre la région? Ça serait horrible. Mange-t-il les enfants? Est-ce que c'est un signe du Ragnarok s'ils prennent la région? Alors bon, est-ce qu'ils mangent les enfants? On ne sait pas. De toute façon, ils n'ont pas dirigé de région Depuis jamais. depuis que les régions existent. Donc on ne sait pas. Ça se trouve, Voilà. ça sera dans leur programme déguisé. Mais plus sérieusement, oui. Évidemment, le Front National est en position de force. On le voit très bien, mais vraiment nationalement et localement, ils sont clairement dans la dynamique électorale. Euh, c'est très peu probable que le 13 décembre, Contrairement à ce qui était pour les oui, départementales. voilà, on savait que c'était pas un scrutin pour eux. Là, c'est un scrutin qui leur est plus favorable. Parce qu'il est un peu plus proportionnel. Et donc, c'est clairement, ils peuvent viser entre 3 et 4 régions. Ici, depuis 6 mois, il n'y a aucun sondage qui a donné Louis Alliot euh, vainqueur, mais on le voit très bien que le score sera très 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 serré entre la gauche, la droite et l'extrême droite. Euh, la dynamique est plutôt de leur côté. Euh, et je pense même pas que, même si je vois qu'il y aura un sursaut sûrement évidemment des barons des différents partis et des électeurs sur un second tour. Donc je le vois pas gagner, mais bon, évidemment, tout
tout ça ce n'est qu'un pronostic. Je pense que les gens du Front National gagneront des régions, à savoir maintenant, est-ce qu'ils gagneront celle-là? On aura, je pense, un élément intéressant de comparaison et de projection sur le second tour ce dimanche. Mais clairement, la campagne de Louis Alliot, ça a été une campagne plutôt à droite. Sa tête de liste est quelqu'un qui vient du milieu de la finance. C'est un banquier en français. Donc. Et qui est un ancien cadre de l'UMP. On le voit clairement, je pense que dimanche, au micro des télés, il enverra un signal à l'électorat de droite en disant clairement que il sera le seul candidat à pouvoir battre la gauche, ce qui est très probable à l'issue du premier tour. Alors, la dernière question, c'est notre rubrique que tu vas brandir, la rubrique second couteau. Alors, on va parler de Fatima Dahin. Fatima Dahin, qu'est-ce qu'elle a de si merveilleux pour se retrouver en si belle position Alors, c'est la numéro 2 de la liste. Il fallait évidemment un élu de Perpignan. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des listes ici localement. Donc chez les socialistes, elle sera portée par Jacques Resta, chez les Verts par Agnès Langevin. Je vous l'ai dit pour Philippe Sorel, pour le Front National on en a parlé, et pour l'UMP on n'en a pas parlé. C'est Bernard Dupont, le maire de Canet, qui est quelqu'un de pas très connu. Je veux dire, quoi de plus banal que Dupont? Oui, mais alors, ce qui est paradoxal, c'est une personne, pour le connaître un tout petit peu, qui est quand même assez intéressant à suivre. C'est sûr, il n'est pas, c'est pas un brillant orateur, c'est pas non plus un homme qu'on voit partout, mais c'est, je pense, quelqu'un plutôt de compétent. Mais pareil, je ne sais pas finalement si la droite a fait le bon choix, en sachant qu'il a un déficit de notoriété. Donc il leur fallait quelqu'un de Perpignan, et Fatima Dahin, comme elle est adjointe à la ville de Perpignan, elle a été choisie pour partir. Je pense que ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais là, vu qu'elle n'était pas candidate sur les dernières départementales, je pense que elle n'était pas suicidaire en fait. C'était un roulement, ça dépend où elle se serait présentée. Il y a des candidats de la majorité qui sont sortis, notamment au Moulin à Vent ou au Vernet. Donc je pense qu'il y a un roulement sur le fait, voilà, de mettre en avant les adjoints de Perpignan. Je pense qu'il faudra voir dimanche soir le score au premier tour qui sera à Perpignan. Je pense que ça sera un score très très intéressant à analyser, vraiment dans le détail, bureau de vote par bureau de vote, quartier par quartier, pour voir finalement si on est toujours dans cette dynamique du vote frontiste à Perpignan, et si finalement les partis, que ce soit le Parti Socialiste et l'UMP qui dirige la ville, arrivent un peu à limiter la casse. Alors, on a des nouvelles de Jacques Resta à ce propos. Il n'a pas disparu puisqu'il est sur la liste des régionales. L'homme des 11%, comme on l'appelle. Il était ça fait longtemps qu'on sait que ça sera lui. Il a été vice-président de la région Languedoc-Roussillon. Lui, je pense que c'est pas sur Perpignan que l'élection se jouera, c'est clairement sur les autres territoires à gauche, mais son score sera important parce que Carole Delga, selon les sondages, vraiment plafonne entre 20 et 22-23%, entre 20 et 23%, ce qui est très très bas pour envisager l'emporter au second tour. Donc je pense que vraiment les socialistes devront faire un bon score dans ce département, parce que dans d'autres départements ça sera très compliqué, parce que parfois il y aura beaucoup plus de concurrence, notamment je pense dans l'Hérault qui était vraiment un des bastions socialistes historiques.
il leur faudra faire un très bon résultat dans l'Hérault, mais quand on sait la progression du vote FN dans ce département et la candidature de Philippe Sorel, maire de Montpellier, on peut se poser des questions. Je pense que la gauche n'a pas du tout l'élection gagnée. Elle est favorite du scrutin, mais elle devra évidemment faire un entre-deux tours très 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 studieux et, en faisant énormément de diplomatie, parce qu'il faudra aller rassembler les listes qui ont pu se qualifier et ou qui ont pu se fusionner, donc la liste sûrement de l'extrême, ouais, voilà, des Verts à l'extrême gauche, en allant jusqu'au voilà. centre droit. Ce qui est toujours problématique, parce qu'il y a toujours des perditions, et que c'est probable aussi que les Verts décident de claquer la porte. Face à la menace du Front National, c'est vrai que c'est un agent électoral très porteur pour la gauche, beaucoup moins pour la droite, mais pour la gauche, pour qu'elle se rassemble et qu'elle parte plus unie, en tout cas pour vis-à-vis des électeurs, pour éviter que le Front National prenne la région. Alors, avant de partir, un hommage. D'habitude, tes interviews étaient accompagnées d'une présentatrice qui n'est plus avec nous. Ben, en fait, c'est un peu pour ça que j'ai accepté de faire cette interview. Je me dis que sûrement, peut-être, ça lui donnera envie de revenir. Donc, espérons que Niobé soit parmi nous pour la prochaine vidéo sur les élections régionales ou sur d'autres élections. La prochaine vidéo arrivant très vite, puisque ce sera dimanche soir ou lundi. Hein. Voilà. Donc, espérons qu'elle entende ce message. Qu'elle entende ce message, ou qu'elle voit la vidéo sur les réseaux sociaux pour Donc, se joindre à nous, parce qu'aujourd'hui elle nous manque.